Madame, Monsieur, bonsoir. À Berlin, 48 heures après l'ouverture du mur, l'histoire continue donc de s'écrire en direct sur nos écrans de télévision. Deux images de ce samedi font actuellement le tour du monde. Déjà, la première, vous l'avez vue en direct et revue ce soir, c'était dans notre journal de 13 heures. L'un des exilés russes les plus célèbres, le violoncelliste Vladimir Rostropovitch, venu seul ce samedi au pied du mur, fêter à sa manière l'événement avec pour seul compagnon son instrument. Et puis, commencer dans la nuit, terminer à l'aube, les premiers trous dans le mur, les premières brèches, une dizaine de points de passage ouverts à coups de canif, de pioches par la population, puis des bulldozers armés par les gardes frontières est-allemands eux-mêmes. Philippe Rochaud. Pourquoi j'ai pas le retour là? Oui. Bien. Voici donc ces images de ces trous constitués dans le mur, commentées par Philippe Gassot. Il aura fallu 28 ans pour voir cela, une pelleteuse qui entame un mur que l'on croyait indestructible. Une construction laide fichée dans le cœur du monde libre. Même tard dans la nuit, les Berlinois sont venus nombreux. Ils sont venus voir pour y croire. Les débris de ciment ou les morceaux de parpaing qui, jusqu'alors, bouchaient la vue et gâchaient la liberté, ont été distribués comme des trophées qu'on aurait arrachés à un mauvais destin. L'ouvrier au marteau-piqueur est entré dans l'histoire. Chaque poussée de son pic fait avancer la liberté. Au matin, ils seront nombreux, les habitants du quartier, à passer de part et d'autre plusieurs fois pour être bien sûrs. 2 passages supplémentaires étaient ouverts dans la nuit. Premier signe tangible et palpable que quelque chose avait changé. Il y aura aussi ceux qui veulent voir tout cela disparaître, et tout de suite. Des initiatives dénoncées autant à l'Est qu'à l'Ouest. On passe librement, mais le pays reste divisé et l'heure n'est pas à l'anarchie. Les moyens utilisés par les amateurs montrent d'ailleurs que le mur a la tête dure. La rédaction d'Antenne 2 continue donc de servir l'actualité avec ces liaisons directes que nous assurons depuis 48 heures de Berlin. Sur place, nous retrouvons tout de suite Christine Ockrent. Où êtes-vous ce soir, Christine? Alors Daniel, nous sommes à nouveau à Checkpoint Charlie, qui est donc le point de passage légendaire entre l'Est et l'Ouest, et qui est devenu, il faut le dire, un véritable boulevard. Un boulevard qu'il faut d'abord signifier par cette inscription que vous allez voir sur le mur, là. Charlie's retired. Charlie a pris sa retraite hier, le 10 novembre 89. Alors, c'est vrai, Berlin vit sûrement le week-end le plus long, le plus fou et le plus embouteillé de son histoire. Et puis regardez, moi, j'ai un cadeau pour vous. Un morceau du mur. Hier soir, toute la nuit, les jeunes Berlinois ont attaqué ce mur et le maire de Berlin a dû tout à l'heure lancer un appel au calme car 2 jeunes Berlinois de l'Ouest ont été très gravement blessés. On ne connaît pas encore les circonstances exactes et la police ouest-allemande a dû bloquer les abords de la porte de Brandebourg. Alors ici ce soir, vous allez le voir, c'est encore la fête, c'est encore la ruée. Mais l'image est tout à fait extraordinaire. Ce n'est plus comme hier soir, ce que nous vous avons montré, cette horde qui entrait dans Berlin-Ouest. Ce soir, surprenant, ce sont les gens qui repartent à Berlin-Est. Ils y repartent parce que oui, ils se sont habitués à cette idée que maintenant, ils pouvaient aller et venir à peu près librement. Et ce sont maintenant des files entières de piétons, et vous allez le voir tout à l'heure, de voitures qui rentrent à l'Est. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, Berlin, les 2 Berlins étaient embouteillés, noirs de monde. À l'Est, des quartiers entiers qui ont reflué vers l'Ouest. On ne trouvait pas de pain dans certains quartiers. Tous les boulangers étaient à l'Ouest. Et les rues de Berlin-Ouest, absolument prises d'assaut, surtout les supermarchés et les magasins de jeux électroniques. C'est comme si les Berlinois de l'Est avaient pris possession de la ville. Corinne Pertuis et Maryse Richard s'en sont rendus compte. Oui. Bien. Alors, je crois que nous avons un tout petit problème de liaison, il faut le comprendre, car je crois que nous sommes la seule télévision française à pouvoir dialoguer directement avec Berlin embouteillé. Nous avons quelques problèmes, mais ça va être réparé très rapidement. Alors justement, on va en venir à ce sujet et à ce reportage dont parlait à l'instant Christine Ockrent en direct de Berlin. Nous allons voir quelle a été cette journée
à Berlin-Ouest pour les Berlinois de l'Est. Michel Monpontet. Le pont Glienicke était il y a 48 heures encore un des endroits les mieux gardés de la planète. C'est ici que l'Est et l'Ouest échangeaient traditionnellement leurs espions capturés en mission de l'autre côté du mur, au vu de ces images, une époque qui semble désormais si lointaine et révolue. 600 000 Allemands de l'Est comme ceux-ci ont franchi depuis vendredi cette frontière, devenue soudain si perméable. Au poste frontière d'Emstedt, les files de voitures dépassent plus de 50 km. Ceux qui, dès hier, sont arrivés à l'ouest pour passer leur premier week-end de l'autre côté, ont souvent dormi dans leur voiture, et ce malgré le froid, moins 5 degrés. D'autres ont profité des collations offertes dans les églises de Berlin-Ouest durant toute la nuit. Dès ce matin, d'énormes files d'attente se sont constituées devant toutes les banques de Berlin-Ouest. Pour leur première visite dans ce côté de la ville, la municipalité en signe de bienvenue leur a offert 100 marks, 300 francs environ. Il est vrai qu'avec leur marque de l'Est, dont la valeur est de 10 fois moindre à celui de l'Ouest, ils ne pouvaient rien acheter comme souvenir. Direction alors vitrine, supermarché. Produits de maquillage, jeux électroniques ou disques de rock'n'roll, on veut ramener à l'Est ces denrées plus que rares. À la bière ou au champagne, ce soir dans Berlin-Ouest, la fête continuera. Une fête pour un week-end irréel avec 100 Deutschmark en poche et la liberté en plus. Depuis 48 heures, Berlin vit donc au rythme des embouteillages, de la foule qui paralyse presque toute circulation. Les autorités est-allemandes ont fait savoir aujourd'hui qu'elles avaient délivré 2 700 000 visas pour une population de 17 millions d'habitants. Et puis dans le même temps, 600 000 Allemands, 1 million dit-on ce soir, à l'instant même, Allemands de l'Est ont franchi le mur de Berlin pour cette seule journée d'aujourd'hui, dans un sens, et puis dans l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure, pour rentrer chez eux à l'Est après une journée passée à l'Ouest. Voilà, je crois qu'il faut maintenant laisser un instant l'émotion pour aborder, j'allais dire, l'aspect politique de cet événement qui lui aussi évolue d'heure en heure. Le chancelier Kohl a passé sa journée au téléphone avec M. Gorbatchev, avec François Mitterrand aussi, avec bien évidemment le chancelier est-allemand Egon Krenz. On va voir ça tout de suite avec Pascal Guimier qui se trouve à Bonn. Monsieur Vogel est décidément un homme habile, en convoquant la presse une heure avant le chancelier fédéral, en mettant le très populaire Willy Brandt au premier rang, le chef de l'opposition a coupé l'herbe sous le pied d'Helmut Kohl. Tout cela ne serait que politique politicienne si l'on entrevoyait déjà deux sensibilités dans le règlement du problème inter-allemand. Pour les sociodémocrates, il faut accueillir les réfugiés de l'Est. Ce n'est que simple justice. Chaque Allemand contribuera en fonction de ses ressources. Le chef du gouvernement, lui, est moins enthousiaste. Aider nos frères est-allemands, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Il faudra tout d'abord que le régime communiste accepte de se réformer en profondeur, qu'il accepte des élections libres, qu'il accepte l'économie de marché. Bref, l'objectif de M. Kohl est avant tout, aujourd'hui, d'arrêter l'exode massif des réfugiés de l'Est. Il a été conforté ce matin par un conseil des ministres exceptionnel. Il est bel et bien prêt à aider financièrement la RDA, mais pour que les ressortissants est-allemands restent là-bas. Monsieur Kohl, quant à lui, vient de reprendre l'avion pour Varsovie après avoir passé une partie de sa journée à téléphoner. A téléphoné à son homologue est-allemand, monsieur Egon Krenz, a téléphoné aussi au numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev. Alors ce qui est sorti de ces conversations, tout d'abord une confirmation. Le sommet interallemand aura bel et bien lieu en Allemagne de l'Est et avant Noël. Et puis, question de la réunification de l'Allemagne, alors là, il y a un blocage. Ni Egon Krenz, ni Mikhail Gorbatchev ne veulent en entendre parler. Pour eux, les frontières existantes sont intangibles. Alors on le voit, la crise est entrée dans sa phase diplomatique, mais il reste bel et bien des pierres d'achoppement. Voilà, on retourne maintenant à Berlin avec Christine. Christine ? Oui, Christine, on vous entendait, on vous en a été coupé quelques instants. Nous avons passé le sujet politique de Bonn avec Pascal Guimier, mais on vous retrouve maintenant avec un invité, je crois, Christine. Non, alors moi je vous propose d'en rester à ce chapitre politique, parce que c'est vrai, on est tous pris ici par l'émotion, mais vous savez, on est aussi en Allemagne, la raison est très près du cœur, et c'est vrai que déjà depuis hier, la politique imprime la réflexion ici. De l'autre côté, à Berlin-Est, l'opposition est-allemande vient de déclarer que tout décidément allait trop vite et qu'à partir du moment où Berlin-Est, le régime de l'Est, ouvrait les portes de la prison, c'est les termes employés, il fallait faire attention au développement. La question allemande est bel et bien posée, et d'abord pour l'opinion et pour les milieux politiques allemands.
Restez donc à l'Est, on vous aidera à mieux vivre, c'est en clair ce que le chancelier Kohl a dit ce matin aux Allemands de l'Est. Le maire de Berlin, lui, Walter Mompert, qui est socialiste, lui n'est pas d'accord. Il me l'a dit tout à l'heure et j'espère que vous allez pouvoir l'entendre. Le maire de Berlin. Le maire de Berlin rencontré ce matin. Quelque peu bloqué, le maire de Berlin. Tous les Allemands de l'Est qui veulent rester ici, je les accepterai comme le font les Allemands de l'Ouest. De toute manière, ils sont moins nombreux qu'on l'imagine. Hier, par exemple, ils étaient 300 000 à Berlin-Ouest et seulement 2000 ont décidé de rester. Le chancelier Kohl a dit ce matin très clairement que maintenant il fallait que les Allemands de l'Est restent chez eux et que bien sûr, vous, à l'Ouest, vous allez les aider économiquement. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne donne pas de conseils à ceux qui veulent quitter la RDA. C'est trop facile pour nous de les conseiller. Nous qui avons un toit et qui sommes installés dans nos fauteuils. J'accepte leur décision. Je les comprends s'ils veulent s'en aller après 40 ans de communisme. Mais je leur demande de bien réfléchir au sens de leur démarche. Servira-t-elle leur pays? Ne vaudrait-il pas mieux pour eux instaurer la démocratie en RDA? Et s'ils en décident autrement, je l'accepterai aussi bien. Monsieur Mompert, vous êtes le maire d'une ville qui ne sera plus jamais la même depuis hier soir. C'est vrai. Ça pourrait redevenir comme avant, c'est-à-dire la capitale au centre de l'Europe. Tous les chemins de Paris, Bruxelles, Varsovie, Moscou passent par Berlin. Géographiquement, nous sommes bien au centre de l'Europe. La grande capitale, dites-vous, mais la grande capitale de quoi? D'une Allemagne réunifiée? Non, ça n'est pas obligé. Le peuple en RDA doit décider lui-même de son sort. Jusqu'à présent, aucun groupe d'opposition en RDA ne s'est prononcé pour la réunification. Nous devons les aider dans la voie de la démocratisation et en fait, c'est la question primordiale. Parler de la réunification, ce serait rendre plus difficile le processus de la démocratisation. En ce qui nous concerne, je pense que c'est une discussion typique pour la droite, les chrétiens démocrates et les républicains. Eux pensent que les années 50 sont de retour ainsi que la guerre froide. Et avec elle, le vieux combat de la réunification. C'est une erreur de croire au passé. L'histoire, l'avenir posent d'autres questions. Les temps anciens ne reviennent jamais. À Paris, l'interview. C'est à vous. Oui, Christine, on a parfaitement entendu l'interview, c'est à vous. Oui, Daniel. Le Egon Krenz, le numéro 1 est-allemand, vient d'affirmer à son tour que la question de la réunification allemande ne se pose pas et a-t-il dit pas question de remettre en cause les frontières, mais il faut noter que Helmut Kohl, lui, parle déjà de conditions à une éventuelle réunification, à commencer, a-t-il dit, par le droit à l'autodétermination. Si nous en avons le temps, si le satellite nous le permet, j'espère que nous aurons un instant pour en reparler tout à l'heure. Mais je vous propose quand même de suivre Corinne Pertuis et Maryse Richard, qui toute la journée à Berlin-Ouest ont vu comment les Berlinois de l'Est ont pris possession de la ville. Leur reportage. Ils sont à l'ouest et pourtant, une fois de plus, ils doivent faire la queue. Les magasins ne peuvent tous les contenir. Mais ici, ça vaut la peine de se bousculer. Il y a quelque chose à acheter. Tout, d'ailleurs, est à acheter. Du savon, des collants, des vêtements pour enfants. Des choses introuvables à l'est. Pourtant, il faut choisir. Ils hésitent longuement, ils font et refont leurs calculs. Ils n'ont que 100 marks en poche.
Le gouvernement ouest-allemand leur a généreusement donné, comme à tout visiteur venant de l'Est. Mais en fait, personne ne se plaint. Même les vendeuses qui n'arrêtent pas d'approvisionner les rayons et qui gardent le sourire. On est tellement content de les voir ici. Ça va redevenir calme après. C'est d'ailleurs le sentiment de la majorité des Berlinois de l'Ouest. Tout le monde les accueille à bras ouverts. Les organisations caritatives ont même organisé dans toute la ville des centres d'accueil. Des bénévoles y offrent un café, des gâteaux, un peu de réconfort. Avant, c'était tellement difficile de traverser de l'autre côté. Maintenant, nous nous retrouvons tous. C'est formidable, c'est la liberté. Mais est-ce que tous les Berlinois de l'Ouest pensent comme vous? Non, non, bien sûr. Il y en a pour penser qu'ils viennent ici juste pour avoir leur 100 marques, pour prendre nos maisons, nos emplois. Mais moi, de toute façon, je pense qu'il faut qu'ils restent de l'autre côté, qu'ils y construisent des immeubles verts, jaunes ou bleus, peu importe, ça m'est égal. Mais il faut qu'enfin, ils vivent comme nous. Toute la journée, les policiers de Berlin ont donné des renseignements à ceux qui découvraient le côté de la ville qui leur avait été interdit pendant près de 30 ans. Ils demandent surtout où ils sont, où se trouvent les magasins, les centres de soins, les endroits où on peut changer. Et quel est votre sentiment aujourd'hui? Oh, ça donne du travail, mais ça fait tellement plaisir. Ça faisait une paye qu'on les attendait ici. Ils ont marché pendant des kilomètres, ils sont allés partout. Ils ont vécu leur première journée de Berlin sans le mur, de Berlin, ville ouverte. Voilà, Berlin, ville ouverte, ça continue ce soir. Le trafic est un peu moins dense, mais les gens continuent à retourner à Berlin-Est, surtout à pied. Pour le moment, on calcule qu'une bonne moitié de Berlin-Est a fait le mur. Aujourd'hui, ce sera probablement la même chose demain dimanche. Il faut aussi noter que depuis hier soir, l'exode par le biais de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie a fortement baissé. Alors bien évidemment, c'est tout le pari du régime est-allemand. C'est aussi, d'une certaine manière, un défi pour l'Allemagne fédérale. Klaus Pullmann, vous êtes avec nous ce soir, vous l'étiez déjà hier soir, on n'a pas pu beaucoup vous voir malheureusement, vous êtes banquier, vous dirigez la Dresdner Bank ici en Allemagne fédérale. La question allemande, elle est aussi économique. Jusqu'à quel point est-ce que l'économie allemande peut continuer à absorber des immigrés? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour l'Allemagne fédérale que l'immigration se tarisse? Tout d'abord, je dirige la Dresdner Bank à Berlin, donc c'est pas la RFA. Alors, absorber les Allemands qui ont réfugié jusqu'à maintenant, je crois, il n'y a pas de problème. Ça fait à peu près 160 000, 180 000 personnes. Tout d'abord, l'économie ici, à l'ouest, marche bien. Ce sont les jeunes qui quittent, et ce sont plutôt les jeunes qui ont quitté l'Allemagne de l'Est. Ce sont les ouvriers qualifiés, une main-d'œuvre extraordinaire. Et alors, en plus, je crois que ce sont ceux aussi qui ont en partie provoqué tout ce qui s'est passé, parce que sinon, je crois, on ne serait jamais ici, parce que ce sont eux qui ont partiellement provoqué que le mur tombe. Alors, vous avez, vous, recueilli ici, hier soir, dans la rue, à Checkpoint Charlie, un jeune couple d'Allemands de l'Est qui sont avec leur bébé de 3 mois. Ils ont choisi, eux, de rester à l'Ouest. Mais, d'une certaine manière, ils sont habitués dans le système socialiste à ce que l'État s'occupe de tout. Est-ce qu'ils ne vont pas être perdus ici? Mais je crois que ça, c'est vraiment la question la plus importante, parce qu'au fond, effectivement, hier soir, l'interview n'a pas eu lieu, et alors on avait rencontré les trois. Et alors on s'est dit, bon, on ne peut pas les laisser ici sur la rue, mais je crois, qu'est-ce qu'il faut leur conseiller maintenant? Je crois, d'une part, ce qui se passe à l'Est, je crois, il y a une ouverture, on va faire un effort, et alors comment est-ce qu'ils peuvent s'incorporer ici? Il y aura sûrement des listes d'attente pour trouver des logements, recommencer aussi une autre vie, parce qu'il y a aussi une autre formation. J'hésite, je serais presque personnellement, parce que je crois que ça sera bien difficile pour eux, à leur conseiller de rentrer chez eux. Mais s'ils décident de rester ici, on va bien essayer de leur rendre la vie aussi facile que possible. Alors, pour vous, ces Allemands-là, est-ce que ce sont
les mêmes Allemands ou ce sont d'autres Allemands? Autrement dit, est-ce que la question de l'identité allemande, aujourd'hui dans les rues de Berlin, est-ce que c'est le même peuple allemand d'une certaine manière qui se retrouve? Moi j'ai été très frappée par la réserve quand même des gens. Il y a bien sûr ici les fleurs et les bouteilles de champagne, mais dans Berlin les gens ne se parlent pas beaucoup. Je crois alors, ce qu'il faut bien dire là, on est un peu sans parole. Moi j'ai eu les mêmes effets là, parce qu'au fond, 28 ans, on n'a pas eu l'occasion de leur parler. Tout d'un coup, ils sont là. Alors qu'est-ce qu'il faut les dire de notre côté et alors de leur côté? Mais ça marche, et dès qu'on commence à parler, mais ils sont impressionnés. Et alors en plus, ce sont les mêmes Allemands, ils parlent la même langue, et alors ils ont le même esprit. Et notamment, tous les gens autour de Berlin, si c'est Potsdam, partout. Sinon, ce sont les mêmes, et alors je crois que ça ira aussi. Alors il y a une question qui nous obsède, nous en France, vous le savez, surtout il faut bien le dire, en ce jour de 11 novembre, ironie de l'histoire. André Glucksmann, bonsoir, vous connaissez à fond l'Allemagne et son histoire. Pour vous, André, est-ce que c'est vraiment une obsession française ou est-ce que vous avez senti, vous, ici aujourd'hui à Berlin, que d'une certaine manière, la réunification allemande, qu'on le veuille ou non, est vraiment en marche? Non, ce qui est nouveau aujourd'hui à Berlin, c'est l'inquiétude. On se demande où ça va. Il y a un mot en allemand, Ungreifbar, insaisissable. La situation est insaisissable et les gens font la fête, pensent que c'est le plus grand événement de ces 50 dernières années et ils ont raison pour l'Europe, mais ils ne savent pas où ça va aller. Alors, en bref, il ne s'agit pas uniquement des Allemands, il s'agit de l'Est. Ce sont des Allemands de l'Est. C'est tout l'Est qui déferle sur Berlin. Il y a 20 000 à 30 000 Polonais qui viennent chaque week-end à Berlin. Il y a un marché aux puces polonais à Berlin. Donc le vrai problème, c'est que si le totalitarisme s'effondre, ça ne veut pas dire que la démocratie gagne. Ça veut dire que c'est d'abord la déglingue. Ça veut dire que c'est d'abord le chaos. Et le chaos en Allemagne de l'Est, c'est pas le plus grand. Le plus grand, c'est en Pologne, c'est en Russie. Le chaos, cela veut dire qu'il faut absolument les aider. Bien. Un exemple, enfin, les Allemands que vous voyez venir de l'Est, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent les Mercedes comme un rêve, ils regardent les bananes comme quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé, ils montrent aux enfants des ananas et ils les caressent des doigts quand ils n'ont pas d'argent pour les acheter. Alors dites-vous que c'est la très grande responsabilité de nous, les Européens de l'Ouest, que d'aider pas seulement les Allemands de l'Est, mais les Polonais, les Hongrois. Dites-vous qu'il n'y a plus un seul film qui se fabrique en Pologne parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Les stars, les metteurs en scène français qui pourraient se déplacer en Pologne, ils pourraient faire des films en Pologne. Christine, André, oui, on va en rester là parce qu'il est déjà 20h23 et je voudrais que nous parlions encore de l'Allemagne de l'Est car il faut encore évoquer ce qui s'est passé dans l'après-midi de ce samedi. Les gardes frontières de l'Allemagne de l'Est ont reçu face au désordre l'ordre non pas de reconstruire le mur mais de tenter de remettre un peu d'ordre, de ne pas laisser cette fracture continuer à s'ouvrir sans contrôle. Et ça, nous l'avons vu sur des images commentées par Jacques Violet. Sous les yeux des gardes-frontières est-allemands impassibles, en position sur le mur, ce matin vers 6 h côté ouest, on voulait abattre le symbole, pratiquer le plus de passages possible. Après que les forces de l'ordre ouest-berlinoises soient intervenues pour refouler les manifestants qui avaient arraché une plaque de béton, le dispositif de protection a été renforcé. Les Vopos ont remis en place la plaque de béton. Côté est, on répare. Pas de remise en cause, des ouvertures seront pratiquées, des points de passage aménagés, mais dans l'ordre. Quelques heures plus tard, sur les lieux, cette scène incroyable. Un journaliste ouest-allemand termine son reportage en essayant d'interviewer un garde-frontière. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ici ce matin? Vous ne pouvez pas nous dire ou vous n'êtes pas prêt? Sans avoir obtenu la moindre réponse, le journaliste termine en disant « Peut-être que nous avons encore à apprendre à nous comprendre les uns les autres. » Oui, et après ce que nous venons de voir face au débordement, eh bien Moscou cherche à son tour à reprendre la main. Aujourd'hui, le Parlement de Lettonie a déclaré nul le protocole d'annexion à l'URSS datant de 1940. Et le Soviet suprême lui lance un avertissement, ainsi qu'à la République d'Azerbaïdjan, de Lituanie, qui elles aussi ont voté des lois contraires à celles de l'Union soviétique. Et
de l'unité de ces républiques. En même temps, en Moldavie, une manifestation de nationalistes a été sévèrement réprimée. Une cinquantaine de blessés parmi les manifestants et puis aussi 83 miliciens blessés. Coïncidence de l'histoire, on l'évoquait à l'instant avec Christine Ockrent, le mur de Berlin qui séparait l'Europe en deux s'est ouvert la veille de la commémoration de la victoire des Alliés dans la Première Guerre mondiale. 4 années de combat et un bilan, 9 millions de morts. M. Mitterrand présidait ce matin à Paris les traditionnelles cérémonies de l'Arc de Triomphe. Laurent Boussier. Une affiche représentant Rouget de Lille et rappelant le rôle de la Marseillaise pendant la guerre, des soldats en uniforme bleu horizon et 2 canons d'artillerie, un décor d'époque pour ce 11 novembre 1989. Comme tous les ans, le président de la République est venu ranimer la flamme du soldat inconnu après avoir passé les troupes en revue et avant de signer pour la 27e fois depuis 1981 le livre d'or de l'Arc de Triomphe. Classique aussi, la remise des décorations, 6 légions d'honneur à 6 soldats dont le plus jeune a 90 ans et le plus vieux 98. Aujourd'hui, la France se souvient, la France se rappelle et rend hommage aux soldats de la Grande Guerre. Chaque année, ils sont de moins en moins nombreux, ceux qui ont connu le froid et la boue des tranchées. 71 ans après la victoire de 1918, ils ne sont plus que 20 000 au maximum. L'information en France aujourd'hui vient d'Avignon. Le Front National avait appelé à un défilé à la mémoire d'une sympathisante du parti assassinée au mois d'octobre dernier par un Algérien. Mais les slogans criés par plusieurs milliers de manifestants dépassaient, il faut le dire, largement le cadre de cette cérémonie du souvenir. Reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Pradino, Jean-François Becquet. L'indépendance nationale, dit M. Le Pen, c'est comme la santé. On la regrette quand on l'a perdue. Les 5000 fidèles qui l'accompagnaient aujourd'hui en étaient convaincus. Le mal, le chômage, l'insécurité, tout vient de l'immigration, surtout musulmane. Des mosquées en France, c'en est trop. Le foulard pour prier, chez eux, quand bien même chez eux serait chez nous. Le leader du Front National ajoute à l'adresse de M. Mitterrand « Cessez de laisser envahir notre territoire par les étrangers. Il faut de la fermeté. » Un homme a été abattu au cimetière devant la tombe de ses parents. 2 jours avant, un proxénète algérien, lui aussi, comme par hasard, a assassiné une femme qui ne voulait pas se prostituer pour lui. Ce n'est pas de psychologues dont les Français ont besoin. Ils ont besoin de policiers pour les défendre, de juges pour appliquer les peines et de prisons pour enfermer les criminels. C'est plus discrètement, entouré de quelques amis seulement, dont Mme Stirbois, que Jean-Marie Le Pen s'est recueilli à l'endroit même où Françoise Combier, une jeune femme d'Avignon, a été assassinée il y a quelques jours par un Algérien. Social maintenant, bref, la grève des fonctionnaires des finances s'effrite quelque peu. Les agents des impôts des Alpes-Maritimes ont ainsi décidé de suspendre la grève. Et puis à Saint-Nazaire, au chantier naval de l'Atlantique, depuis hier soir, les ouvriers ont évacué les locaux de l'entreprise, mais pour l'instant, aucune négociation n'est sur le point de s'engager. Rêvons un peu maintenant, permettons-nous un sujet frivole, diront certains. La vente ce soir à Monaco de 34 Ferrari, dont les prix sont estimés entre 5 millions et 20 millions de francs. Reportage de Thierry Calmette et Patrick Gabet. Célébration du dieu Ferrari. Et une cérémonie, ça se prépare. Tout commence dans un garage comme les autres ou presque. Ces voitures, qui tout à l'heure changeront une fois de plus de propriétaire, roulent toujours. Pas aussi vite qu'elles pourraient, car le moindre accrochage, la moindre rayure serait fatale au pur sang. Direction le chapiteau où se déroulera la vente aux enchères. Spectacle de cirque et formidable opération financière, mais n'oublions pas le plaisir. Ben, moi, je crois que le plaisir de conduire des Ferrari, c'est vraiment que c'est une voiture à conduire. C'est pas une voiture comme des autres voitures modernes qui sont vraiment faciles à conduire. Ce sont des voitures qui sont impégnatives et qui sont des voitures difficiles aussi à conduire. Mais aussi, c'est ça le plaisir de conduire un Ferrari. Invitation pour les coulisses. Une 275 GTB, une berlinette, une Daytona, ça se bichonne. Pour une mise à prix de près de 4 millions de francs, le futur propriétaire mérite une voiture impeccable. Un dernier tour dans les rues de la principauté de Monaco, histoire de rappeler qu'en un an, le prix de ces voitures a quadruplé.
en partie malheureusement à cause de la mort du créateur, Enzo Ferrari. Solo Ferrari, non pas une épave mais une œuvre d'art emblématique. Les Ferrari font perdre la tête à tous ceux qui les approchent, on en voit partout. Les futurs propriétaires de ces œuvres d'art ambulantes viennent choisir sur pied discrètement. Souvent, spéculation. Les voitures de collection, mieux que le loto? Un marché spéculatif est un marché à risque. Il est certain qu'à partir du moment où on gagne beaucoup d'argent en achetant une voiture, on peut en perdre beaucoup. Donc personne ne peut prévoir l'avenir. Et de toute façon, ce serait tout à fait amoral de penser que c'est un jeu où on gagne à tous les coups. Et qu'en achetant une automobile, on gagnera de toute façon beaucoup plus d'argent en la revendant qu'en allant travailler tous les jours à 8 heures en vendant le soir à 6 heures. Donc c'est un marché à risque. Tout est prêt pour la grande soirée. Les enchérisseurs du monde entier attendent le signal. Le montant des enchères va tournoyer sur le tableau électronique. 34 Ferrari pour combien de milliards? Et pour petit budget, petite Ferrari. Oui, même celle-là, elle n'est pas donnée. Le sport maintenant, une belle place de finaliste au tournoi de Wembley pour le Français Forget qui a battu McEnroe en 2-7. C'était en demi-finale, la finale l'opposera à Chang. Et puis, la revanche pour l'équipe de France de rugby battue 32-15 la semaine dernière lors de son premier test match contre l'Australie. Elle a gagné cet après-midi à Lille, 25-19, première mi-temps difficile pour les Français. Et puis un magnifique essai de Lagisquet en deuxième mi-temps. Écoutez. Paris, on est dans le jeu maintenant. Rentre belle pour Lagisquet. Lagisquet à l'intérieur encore. Oh oui, formidable essai de Lagisquet. Ah, il est dans son jardin, Patrice Lagisquet. Cet essai de Patrice Lagisquet en seconde période permet enfin à l'équipe de France de retrouver le bon chemin. Parce qu'avant cela, que 2 problèmes en première mi-temps. Et notamment sur cette chandelle. Réception manquée de Philippe Sella. Réception manquée, tiens, comme Serge Blanco la semaine dernière alors. Résultat, essai du talonneur Kearns, l'Australie mène 13-6 à la mi-temps. Deuxième période, l'Australie, après avoir subi la loi du pacte français et cédé sous l'attaque de Patrice Lagisquet, tente de revenir. Mais les tricolores se dégagent de l'étreinte. Les 3/4 centres remontent tout le terrain et Marc Andrieux va profiter d'une relance hasardeuse pour filer jusqu'à l'embut australien et inscrire le deuxième essai français. La France mène alors 25-13 et tient enfin sa revanche. Pourtant, à l'ultime minute de la rencontre, Farr Jones, le demi de mêlée australien, inscrit un dernier essai, 25-19 score final. Mais à noter aussi les 17 points de l'ouvreur français Thierry Lacroix. Alors, hommage au buteur. Voilà, et puis hommage aux chevaux du tiercé qui se couraient cet après-midi à Saint-Cloud pour gagner. Vous jouiez le 9, le 19 et le 20. Et pour ce qui concerne le Quartet Plus, eh bien ajoutez donc le 18 et vous gagnez un petit peu moins d'1 million de centimes. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après les prévisions météo, José Blanc-Lapierre. Et puis aux alentours de 23h20, après Champs-Élysées et avant Lunettes Noires, Philippe Gassot qui vous présentera les toutes dernières informations. Nous reviendrons bien sûr en direct sur les événements, j'allais dire, et je le dis, l'histoire qui s'écrit en direct sur votre télévision, en direct de Berlin. Nous y étions à l'instant avec quelques difficultés, mais ça ce sont les aléas du direct. Nous n'avons pas le temps qu'ont les historiens souvent pour réaliser des reportages et des récits parfaits. J'espère que vous voudrez bien nous en excuser. Nous voulions et nous voulons toujours que vous puissiez vivre cette histoire et cette actualité en direct. J'espère que nous avons donné ce soir satisfaction. Bonsoir, à demain 13h.